Bonjour, je m'appelle Philippe Biwix, je suis ingénieur. Je suis co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Quel futur pour les métaux ?», dans lequel on raconte un peu l'histoire du développement de l'utilisation des métaux et on dénonce la croissance verte, puisqu'on va avoir un problème de métaux, je vais y revenir dans mon exposé. Alors, on m'a demandé de plancher sur l'effondrement environnemental. Alors, l'effondrement environnemental, c'est un certain nombre de facteurs, Jared Diamond en a parlé, qui pourraient rendre notre planète localement ou globalement invivable pour l'humanité ou pour des grandes espèces, parce qu'on sait que les bactéries seront toujours là. Alors on pense évidemment au changement climatique, on pense à la pénurie énergétique, on pense évidemment à la destruction des espaces naturels, à la pollution globale, locale, des eaux, des sols, de l'air. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres facteurs, notamment deux dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est la destruction de la terre arable. On en parle peu, mais je vous renvoie aux ouvrages et aux travaux de Claude et Lydia Bourguignon, par exemple. Donc, il faut savoir que, en un premier effet, c'est l'effet d'artificialisation. Donc, en France, on a, par exemple, dans la décennie 1990, artificialisé, c'est-à-dire détruit de la terre arable et converti en parking, en route, en lotissement, etc., l'équivalent d'un département français. 1% du territoire y est passé. Ça continue depuis les années 2000 sur une tendance un petit peu plus faible, mais chaque année, on artificialise à peu près 80 000 hectares de terre arable, donc c'est la capacité à se nourrir demain. Ensuite, les terres arables elles-mêmes, il y a un taux d'érosion, c'est-à-dire que nos pratiques d'agriculture intensive et la pratique du labour fait qu'on perd 40 tonnes en moyenne en France de terre arable à l'hectare, 40 tonnes. Donc c'est entre 10 et 100 tonnes selon les cultures, selon les endroits. Je vous passe les détails techniques, mais ça veut donc quand même dire que la durée de vie de nos sols est de 25 à 75 ans en France. Donc on est sur le sol lui-même est utilisé aujourd'hui comme une ressource non renouvelable, comme le pétrole. Alors l'autre phénomène moins connu, c'est celui sur lequel on s'est consacré dans l'ouvrage que nous avons écrit, donc qui est les ressources non renouvelables métalliques. Alors il faut savoir que comme le disait Paul Valéry en 1931, le temps du monde fini commence. Pour les métaux, le temps du monde fini a commencé lui aussi. Donc on a le pic de pétrole, mais dans l'ombre du pic du pétrole, du pic de gaz, du pic de charbon, on a aussi le pic métallique. Donc le pic de cuivre, de zinc, de plomb, de platine, je vous passe les détails. On a des réserves, c'est très compliqué de calculer les réserves. D'ailleurs, c'est ça qui explique que sur le pétrole, on a du mal à comprendre pourquoi on en consomme toujours tant et pourquoi on a l'impression d'avoir toujours autant de réserves en nombre d'années. Bon, je vous passe le détail, c'est encore plus compliqué sur les métaux, mais on se promène entre 10 ans, 20 ans de réserves pour certains métaux jusqu'à un peu plus d'un siècle, au taux de croissance actuel, évidemment, au taux d'utilisation actuel, mais comme il y a de la croissance, par définition, ce chiffre baisse rapidement, et puis on passe également à un pic de production. Dans le pétrole, il y a 40 ans de réserve, et pourtant le pic est en train de passer, ou est passé, selon les gens qui l'étudient. Dans le métal, c'est la même chose. Alors le premier, je peux vous annoncer qu'on a passé le pic de production de l'or, par exemple, au début des années 2000. Alors ça, c'est pas trop vu, parce que vous savez que l'or, l'utilisation industrielle de l'or, c'est moins de 10%. Le reste, c'est thésaurisé par les banques centrales et par les grands bourgeois ou par les grands-mères qui en ont encore sous leur matelas. Mais voilà, sur les 2500 tonnes d'or, on a produit 2500 tonnes d'or, et chaque année, maintenant, on produit un petit peu moins d'or. Et ça va se passer de la même manière pour un certain nombre d'autres métaux. Alors, donc, tous ces facteurs, finalement, pris un à un, on pourrait se débrouiller, ils sont gérables. À la limite, prenons le facteur énergétique, j'y reviens pas, mais j'ai un truc assez sympa là, que j'ai ramené, c'est Le Monde Magazine de la semaine dernière. Alors, Le Monde Magazine, c'est pour le week-end, donc il faut passer un week-end sympathique. Alors, avec Fukushima, le week-end, il est dur à passer. Alors, heureusement, le scénario solaire. Impeccable. Et donc, vous connaissez tous l'histoire, c'est la planète reçoit chaque année, je crois que c'est 10 000 fois, donc chaque jour, 10 000 fois l'énergie qu'on utilise en un an pour l'humanité. Donc impeccable, il n'y a qu'à installer les panneaux solaires. C'est vrai, j'ai fait les calculs. Vous mettez quelques centaines de kilomètres, un carré de quelques centaines de kilomètres, c'est-à-dire quelques pourcents de la surface du Sahara, et vous produisez effectivement les 18 000 TWh, c'est-à-dire milliards de kilowattheures nécessaires pour la production électrique mondiale. Impeccable. Le seul problème, c'est que c'est à peu près 2000 ans de production au rythme actuel des panneaux solaires. Vous voyez qu'il y a quand même un défi industriel derrière ça. Bon. Un autre exemple, vous avez M. Jacobson, professeur à Stanford. C'est super sérieux, forcément, c'est en anglais en plus, ça s'appelle Wind, Water and Sun. Et donc, il dit qu'il suffit d'installer 3,8 millions d'éoliennes de 5 MW. Bon, une éolienne de 5 MW, vous mettez Notre-Dame dedans, excusez-moi, je viens de Paris.
Donc ça fait 150 mètres à peu près de diamètre pour les pales. Bon, donc c'est possible, hein, il n'y a pas de problème. On en produit grosso modo 10-15 000 par an, donc il ne faut là que 500 ans pour réussir à installer ces 3,8 millions d'éoliennes. Bon, comme en même temps elles ont une durée de vie comme les panneaux solaires d'une quarantaine d'années, le problème c'est qu'il faut recommencer au bout de 40 ans. Donc alors on me dira, il suffit de croître, bien sûr, la production croît chaque année, donc c'est impeccable, on pourra le faire. Les États-Unis ont effectivement d'ailleurs produit 300 000 avions pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pourquoi pas 3 millions d'éoliennes pendant 10 ou 20 ans sur un crash mode. Mais il faut faire que ça, il faut être en économie de guerre. Alors, le problème de ces facteurs, c'est que, donc on pourrait en traiter un, hein, je dirais après tout, on a un problème métallique, on le substitue par autre chose, ou alors on a un problème de terre arable, je vous disais tout à l'heure, on a qu'à faire comme les Hollandais, on installe des fermes sur des étages et puis on va installer du hors-sol partout. Le problème c'est que ça consomme de l'énergie, etc. Alors, le problème c'est que tous ces facteurs vont arriver en même temps. En gros, en l'espace d'une génération, dans la génération qui vient, on va avoir ce problème. Et que les dynamiciens des systèmes diraient que ces facteurs, ils ont des rétroactions positives, c'est-à-dire qu'ils agissent les uns sur les autres. C'est un peu ce qu'avait montré l'équipe du MIT dans les années 70, ça n'a pas pris une ride, le rapport au Club de Rome. Je pense que les plus anciens d'entre nous le connaissent bien. Alors, quelques exemples de rétroactions positives. Bon, vous connaissez tous, par exemple, le changement climatique qui pourrait avoir un impact sur la capacité à se nourrir, parce qu'il y a des changements de régime des pluies, de climat. Bon, celui-là, il est bien connu. Alors, je vous en cite un ou deux autres. Les métaux. La raréfaction des métaux, ça fait qu'on va avoir besoin de plus d'énergie, forcément, puisque la concentration moyenne des minerais baisse, 1,8% de cuivre pour le cuivre au début du siècle, 0,8% aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut sortir 125 tonnes de minerais pour produire une tonne de cuivre, alors que c'était seulement 50 tonnes au début du siècle. Donc, pour remuer ces tonnes, il faut des camions, donc c'est de l'énergie, ou alors il faut aller chercher plus profondément. A l'inverse, c'est là que c'est dommage, l'énergie elle-même demande plus de métaux. Parce que vous comprenez bien que pour produire un baril de pétrole avec une noria d'hélicoptère sur une plateforme offshore qui fore à 2000 mètres d'eau au milieu du Mexique, du golfe du Mexique, c'est plus compliqué que de faire ça onshore en Arabie Saoudite. Donc vous avez cette espèce de cercle vicieux entre énergie et métaux qui est en train de se mettre en place. Il y a d'autres exemples, les énergies renouvelables. Évidemment, les énergies renouvelables sont consommatrices, malheureusement, de beaucoup plus de métaux par kilowattheure produit que ne l'étaient les énergies fossiles, et des métaux plus rares. Donc vous avez les fameux CIGS, par exemple, sur les panneaux photovoltaïques. Donc c'est copper, indium, sélénium, gallium. Donc c'est des métaux assez rares. Vous avez le tellure, je vous passe les terres rares. On a parlé beaucoup des terres rares avec la Chine qui a 95% des ressources. Les terres rares, c'est utilisé par exemple dans les générateurs d'éoliennes. Ça sert à faire les aimants permanents. Les aimants permanents, oui, c'est ça. Bon, il y en a d'autres, des rétroactions positives comme ça, il y en a de très nombreuses. On pourrait en citer d'autres. La chute des rendements agricoles, on parlait tout à l'heure de l'érosion des sols, etc. Ça fait avancer le front de taille de la déforestation. Donc ça joue sur la biodiversité. Et puis on pourrait même dire que la pauvreté générée par les sols non productifs, ça amène les gens dans les villes, ça provoque l'urbanisation. Et l'urbanisation, c'est plus de consommation de métaux, plus de consommation d'énergie. Bon. Tout ça va dans le même sens. Voilà. Alors, quelles orientations on devrait prendre ou on pourrait prendre pour je dirais, inverser tout ça? Alors, la première chose, pour moi, je ne suis qu'ingénieur, je ne suis pas ingénieur agronome, c'est la terre arable. Moi, ça m'effraie particulièrement. Donc, il faut un moratoire absolu et immédiat sur l'artificialisation des sols. C'est-à-dire pas compenser comme l'histoire de l'autoroute Pau-Langon où on explique qu'on va restaurer des terres dégradées à côté. Non, c'est chaque mètre carré, chaque parking, chaque plateforme logistique, chaque ligne de TGV. On ne doit plus artificialiser un mètre carré de territoire nulle part. Le deuxième, évidemment, on doit travailler. Merci. Évidemment, on doit travailler également sur la dégradation des sols eux-mêmes et inventer une nouvelle mode de production, qui soit évidemment la production bio, naturellement, mais également des modes qui évitent le labour, par exemple, comme le semis sous couvert. Je vous renvoie à nouveau aux ouvrages et aux travaux de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont assez intéressants. Alors, si on regarde sur la partie énergie et métaux, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de revenir à l'âge de fer ? Il faut éviter puisqu'on tourne à stock constant. Donc tout ce qu'on tape dans le stock aujourd'hui, c'est ce que n'auront pas les générations futures. Alors, je dis bien l'âge de fer et pas l'âge de pierre, comme nous parlent souvent les détracteurs de la décroissance. Âge de fer parce que la croûte terrestre est composée de 5% de fer, donc c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Vous ne repartirez pas avec rien. On ne manquera pas de fer, ni d'aluminium d'ailleurs, parce qu'il y en a eu pour 8%, à moins de manquer d'énergie, puisqu'il faut raffiner un peu ça. Par contre, tous les autres métaux, on pourrait avoir un problème. Alors, si on écoute Serge Auru, la lumière n'est pas encore violette, tout va bien. Si on écoute Serge Auru, c'est facile.
il suffit de faire l'économie circulaire. Impeccable. Donc on a tout réglé, on peut consommer comme des porcs, mais on recycle. Le problème, c'est qu'il y a des limites techniques à tout ça. D'ailleurs, Georges Escouregen, qui a été cité, l'avait bien. Enfin, c'est le second principe de la thermodynamique. Quelqu'un a parlé de Carnot. Ben oui, on ne peut pas tout recycler. Il y a une perte. Je peux même vous dire que quand un lingot d'aluminium sort d'une usine, ben vous vous retrouvez. Oh, je suis violet? Non. Vous me prévenez, hein, parce que je suis un peu daltonien. Si? Je suis foutu. Bon, donc. Non, mais alors, donc vous avez. Ah, voilà. Vous ne pouvez pas tout recycler à cause des usages dispersifs. Hein. Vous utilisez, par exemple, dans la peinture, on utilise des métaux. Ben, on ne pourra pas recycler ça. Les alliages sont devenus compliqués. 3000 sortes d'alliages au nickel. Comment vous voulez organiser des filières pour recycler ça? Voilà, donc l'ensemble de ça, c'est ce que je voulais vous conclure, c'est qu'on a énormément de boucles de rétroaction positive, mais que c'est la chance aussi parce que ça marche dans l'autre sens. La rétroaction positive, c'est que si on se met à faire du bio, on aura besoin de moins d'engrais, donc moins d'énergie, etc., etc. Donc on n'est pas dans un gros paquebot qu'on va avoir du mal à bouger, on est en réalité dans une voiture survireuse. On tourne le volant et ça va tourner encore plus vite. On peut rentrer dans une logique qui, au lieu d'être l'effondrement d'aujourd'hui, il suffit d'inverser la machine à condition de gérer le social. Et donc le revenu universel sera sans doute un des points très importants parce qu'il faudra pouvoir gérer les gens qui vont perdre leur emploi dans les industries les plus polluantes et dans les services qui ne servent à rien. Voilà, je vous remercie.